Bonsoir, chers téléspectateurs de Rewmi TV. Toujours un plaisir de vous présenter votre émission Bienvenue Dugal Sénégal, première portail d'entrée au Sénégal, l'émission qui vous fera découvrir beaucoup de facettes du Sénégal, notamment tout ce qui tourne autour du tourisme. Et comme chaque samedi, des invités de marque. Bonsoir, Monsieur Savaré. Bonsoir, Nyaling. Alors, Monsieur Savaré, il s'appelle Abdoulaye Savaré, donc expert du tourisme, mais également promoteur culturel. Alors, Monsieur Savaré, et dans les universités, ça va? Oui, on s'accroche et on est en train de préparer de bons produits pour le tourisme. Wow. Alors, vous avez également été guide touristique? Oui, et je le suis toujours. Vous l'êtes toujours? Oui. Wow. Alors, depuis quand faites-vous ce métier? J'ai commencé à étudier le tourisme en 2000, mais j'ai démarré comme guide en 2023 à partir de Saly pour faire des excursions dans la journée. À partir de 2024, j'ai entamé les circuits de 8 à 2 semaines pour tout le Sénégal, mais aussi pour les pays limitrophes. Et je continue à le faire jusqu'à présent. Wow. Alors, quels sont les critères pour être un bon guide touristique? Pour être un bon guide touristique, en premier lieu, il y a des qualités naturelles que le guide doit avoir. Il doit être quelqu'un de humble, ouvert d'esprit et aussi aimer la recherche. Car c'est une activité qui est en perpétuelle modification et il faut s'adapter aux nouveaux produits. Sur le plan administratif, il est demandé pour être guide auxiliaire, c'est-à-dire un guide qui se fixe dans une localité ou qui peut être spécialiste dans un domaine bien précis, comme l'ONUTO. On lui demande d'avoir le BFM et d'avoir une bonne connaissance de la zone où il veut exercer. À côté de cela, nous avons le guide titulaire. Le guide titulaire, c'est le guide qui a la possibilité de faire toutes les régions du pays, mais aussi de faire les pays limitrophes, dans les pays où nous avons des accords. Un guide sénégalais peut aller guider dans d'autres pays. Et pour cela, il faut avoir un diplôme, un bac plus de BTS en tourisme, en langue, en culture et autres. Et aussi avoir une bonne connaissance du pays. Et pour exercer ce métier la plupart du temps, il y a un processus. Quand nous faisons la formation dans les instituts, dans les métiers du tourisme, il y a souvent le module qu'on appelle le module de technique de guidage que nous faisons en premier lieu. Mais pour apprendre le métier en tant que tel, c'est sous forme de doublage. C'est-à-dire que vous venez vers une station balnéaire comme celle de Saly ou de Cap Skirring. Au quotidien, vous sortez avec des guides déjà confirmés. Vous les suivez dans la journée, dans leur démarche. Et ça vous permet d'avoir la reconnaissance du terrain en premier lieu, qui est important pour un guide, mais aussi de savoir les connaissances que vous devez développer pour pouvoir captiver votre clientèle. Mais c'est un métier qui demande beaucoup. Demande beaucoup, car le guide en tant que tel est un ambassadeur. Qui dit ambassadeur, c'est quelqu'un qui est entre différentes cultures et qui joue le rôle de lien entre ces différentes cultures. De ce fait, on est souvent exposé à une clientèle étrangère. Et pour cela, celui qui décide de faire ce métier doit s'armer de courage et aussi avoir une bonne déontologie et une bonne moralité. Surtout en étant la première personne que l'étranger va aborder. Le premier personne, le représentant du pays. Le guide a 3 dimensions. En premier lieu, le guide pour l'essentiel, il est employé en grande partie par les syndicats offices de tourisme ou agences de voyage. Mais nous avons aussi des guides freelance qui travaillent à leur compte. Mais pour l'essentiel des guides que nous connaissons au Sénégal, pour l'essentiel, ils sont entre les syndicats offices ou avec les agences de voyage. Soit comme titulaire, avec un CDI ou un contractuel pour les agences de voyage. Pour les privés, en plupart du temps, ils sont payés à la prestation. Des fois, est-ce que vous n'êtes pas confronté à ceux qui ne sont pas en règle? Oui, c'est un souci. Car la réglementation en tant que telle, on a du mal à l'appliquer. Car beaucoup de nos collègues guides, surtout des guides expérimentés qui ont plus d'une 50 années d'expérience, pour le moment, une bonne partie de ces guides-là n'ont pas encore leur carte professionnelle. Ce qui fait que le contrôle ne peut pas s'effectuer par la police au quotidien. Et on a rencontré le ministre il n'y a pas longtemps et on a soulevé ce problème pour que tous les guides exerçant au Sénégal puissent disposer de leur carte.
aussi bien pour les guides auxiliaires et aussi pour les guides titulaires. D'accord. Je parlais tantôt des dimensions du guide. Le guide, en premier lieu, c'est le représentant du pays. Il doit montrer les meilleures facettes du pays et promouvoir les cultures de son pays et de promouvoir aussi l'économie de son pays. D'accord. Le guide aussi, c'est le représentant de l'agence de voyage ou l'office de tourisme. Il doit défendre ses intérêts et montrer mon image de cette structure qu'il emploie. Le guide aussi, c'est le représentant de la clientèle, les touristes en tant que tel. Car un touriste qui vient pour un voyage organisé, souvent, il signe un contrat avec l'agence de voyage ou l'office de tourisme, ce qu'on appelle les circuits organisés, avec un descriptif des différents endroits qu'on va visiter et suivant un planning tous les jours. Ce descriptif, c'est le contrat entre l'agence de voyage et le client. Et le guide est tenu à respecter ce contrat que l'agence a signé avec le client. D'accord. Tout en défendant les intérêts du client et ne pas léser aussi l'agence de voyage. De ce fait, c'est quelque chose de très complexe. C'est une position qui n'est pas très stable. Il faut beaucoup de diplomatie, beaucoup de souplesse pour pouvoir faire son métier dans les meilleures conditions possibles. Donc là, je vais toujours rester avec le gouvernement, je ne vais pas les lâcher. Donc toujours avec ce nouveau gouvernement, alors quelle politique pour booster le tourisme local ? D'accord. Quelle politique pour booster le tourisme local? Cela est en droite ligne avec mon sujet de thèse. Mon sujet de thèse porte sur le thème suivant. Donc vous êtes à l'aise dedans? Enjeux, défis et stratégies d'aménagement et de développement d'un tourisme responsable endogène dans la politique du Sénégal. J'ai mis l'accent sur la politique du Sénégal, qui est une section du littoral sénégalais entre la presqu'île du Cap-Vert et le Sine Saloum, dotée d'une façade littorale de 115 km entre Rufisque et la pointe de Sangomar. Donc, pour développer, je pense que ce que les nouvelles autorités proposent est déjà intéressant, véritablement, parce qu'elles parlent de tourisme rural intégré. Et le tourisme rural intégré est une forme de tourisme durable. Je ne vais pas entrer dans ces notions de tourisme durable responsable parce que c'est très compliqué. On ne va pas s'en sortir. Je risque de continuer, donc je préfère rester. Mais le tourisme rural intégré, ces nouvelles autorités veulent développer le tourisme rural intégré. Ceci est très important parce que pour développer le tourisme local, comme vous l'avez dit, nous avons besoin des structures d'hébergement touristique à bon marché. C'est ça. C'est ça. Oui, parce que les hôtels sont chers. Vous savez, j'ai discuté avec des gens, des experts en tourisme, on va dire des investisseurs. Ils me disaient que non, le tourisme sénégalais n'est pas cher. Je dis, allez-y au Maroc, allez-y en France. Vous allez voir des hôtels 3 étoiles, on a les mêmes prix. Même ici au Sénégal, la destination Sénégal est chère comparée au Maroc. Regardez le Maroc qui se trouve à 1 heure de vol, à 2h30 de vol des principaux foyers émetteurs de touristes de la destination Sénégal. Si le Maroc est moins cher que le Sénégal, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous pensez que les gens vont venir ici au Sénégal? Non. Donc nous, pour développer le tourisme local, moi je pense que les autorités doivent appuyer les investisseurs nationaux. Ceci est fondamental. J'ai une amie qui travaille sur les déperditions économiques, c'est-à-dire les fuites économiques. On parle d'hébergement touristique, 1342 hébergements touristiques, 476 agences de voyage, c'est bien. Toutes les arrivées internationales au niveau de l'aéroport, les gens les comptabilisent comme des touristes. Non, ce sont des voyageurs internationaux. Malheureusement, le tourisme local n'est pas encore développé. Et pour cela, je propose ceci. Il faut que l'État du Sénégal aide davantage ou bien appuie davantage les investisseurs nationaux. En privilégiant, comme les nouvelles autorités l'ont bien précisé dans le programme, le tourisme rural intégré, c'est-à-dire dans les zones rurales dotées de richesses touristiques réelles, il faut véritablement mettre en place des campements villageois, des campements villageois, des campements privés. Il faut également les gîtes, d'accord, les lodges et les écolodges. Si on a ce type d'établissement d'hébergement touristique dans les territoires, les Sénégalais qui ont un pouvoir d'achat acceptable pourraient se payer des nuitées à 20 000 francs, 15 000 francs. Pour que ça soit accessible. 25 000 francs, ça sera véritablement des prix acceptables. Mais il faut dire aussi qu'on a des lodges, on a des gîtes, peut-être pas suffisamment. Non, mais ces structures ne sont pas, ces structures d'hébergement touristique ne sont pas nombreuses. Parce que si vous regardez, madame, la répartition, si j'ose dire, des établissements d'hébergement touristique, vous savez, la plupart c'est à Dakar et dans la Petite Côte. C'est ça.
Le reste du territoire n'est pas valorisé. Effectivement. Même les arrivées internationales, quand les touristes viennent au Sénégal, la plupart du temps, soit ils sont à Dakar, soit Petite Côte, ou bien Cap Skirring et une partie à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est ça. Alors que nous avons 6 pôles touristiques. Vous n'entendez jamais parler de Matam? Non. La région de Diourbel? Non. Du tout. Kaffrine, non. Kaolack, non. Même Fatick, une partie avec les îles du Saloum, Dangan, Bassoul, etc. Vous voyez? Donc, la Covid-19 nous a permis de savoir qu'il faut véritablement développer le tourisme local. Parce que sans le tourisme local, en cas de crise, ce que nous ne souhaitons pas, il y avait la crise sanitaire, qu'est-ce qui se passe? La fermeture des frontières. Restez chez vous. Oui. Restez chez vous. Et quand vous restez chez vous, et ceux qui restent chez eux n'ont pas un pouvoir d'achat élevé, ils ne pourront pas pratiquer le tourisme alors que les hébergements sont chers. Ça aussi, c'est un problème, madame. C'est un très grand problème. Les hébergements sont très chers. Effectivement. Sont très chers. Alors, on parle souvent de secteurs très ouverts pour le tourisme. Donc, le Sénégal dispose-t-il de moyens pour faire du tourisme un secteur pourvoyeur d'emploi? Le Sénégal dispose de beaucoup de moyens. Le Sénégal dispose de toutes les ressources humaines, les ressources culturelles, naturelles. Je parle des ressources humaines, c'est très important. Vous voyez, c'est encore difficile d'en parler, mais je vais vraiment saisir cette occasion, comme on le dit, en profiter pour en parler. Vous voyez, ce qui se passe dans notre très cher pays, c'est quoi? C'est depuis très longtemps. C'est-à-dire, je ne parle pas des autres ministères. Le ministère qui nous intéresse, c'est le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Moi, je suis un doctorant en aménagement touristique. Je viens de vous dire mon parcours. Je suis avec d'autres collègues, d'autres 19 collègues qui sont aussi des doctorants dans d'autres domaines. On est une vingtaine, 20 personnes. D'accord. En ce moment, nous avons rassemblé les 20 Sénégalais qui font des thèses de doctorat en tourisme. D'accord. Toutes ces personnes sont ignorées. Oui. Ah ouais? Toutes sont ignorées parce que ce n'est que l'université. Nous, on peut aller à l'université, on peut créer notre entreprise, mais s'agissant du ministère du Tourisme, s'agissant de la SAPCO, de la SPT, des 16 villes régionaux, on ne peut pas aller là-bas. Et pourquoi donc? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas par exemple, dans les dispositions. C'est-à-dire, comme on le dit en Afrique et partout dans le monde, les gouvernements gagnent ensemble et gouvernent ensemble. Nous, on veut bien travailler dans notre très cher pays. Moi, j'ai quitté la France, je suis rentré dans mon très cher pays. Oui, j'ai vu ça. Ce n'était pas par plaisir au début. C'était pour des raisons. Voilà, je me suis dit, bon, voilà, c'est très bien de travailler en France et tout, c'est bien, mais je veux travailler dans mon pays. Les gens me disent que si tu vas là-bas, tu seras dessus. Donc aujourd'hui, on nous impose, par exemple, des experts. Oui. Est-ce que vous imaginez? Prenez les CV de toutes ces personnes-là. Je peux vous donner tous les CV de mes collègues, des 19 collègues dont je passe tous les noms. Mais des gens qui sont véritablement de vrais spécialistes dans leur domaine. Des gens qui sont spécialisés en sociologie du tourisme, communication, vous voyez. Beaucoup, mais malheureusement, nous ne pouvons pas véritablement travailler dans notre spécialité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des amateurs. Par exemple, moi, quand vous me demandez d'être journaliste aujourd'hui, je vais faire des bêtises. Je ne connais pas. Je dirais tout simplement que je ne connais pas. Je n'ai pas appris le journalisme. Vous voyez, mais c'est le tourisme que j'ai connu, c'est le tourisme que j'ai appris. Et les langues aussi, les langues étrangères. Voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment difficile à le dire, mais c'est comme ça. Donc, les autorités, pour développer le tourisme, je pense qu'elles doivent mettre the right man at the right place. C'est ça. The right man at the right place. Exactement. On doit auditer. Moi, je souhaite qu'on audite toutes les structures touristiques étatiques de notre très cher pays pour savoir qu'est-ce qui fait quoi. Au moins où les gens sont bilingues, qui parlent anglais, espagnol, allemand, arabe et français couramment, qui sont dans ce pays, qui ont des masters, de vrais spécialistes du domaine, de vrais experts, de vrais chercheurs sont là. Voilà, ceux qui travaillent dans les secteurs, vous les évaluez? Effectivement. La plupart du temps, les gens ne savent même pas ne savent même pas définir ce que signifie un touriste. Moi, je suis désolé quand j'entends les gens dire que oui, le Sénégal, oui, nous avons accueilli tant de millions de touristes. Le Sénégal n'a même pas 800 000 touristes. Non, on n'a pas ça. Les arrivées internationales, vous le savez mieux que moi. Les arrivées internationales, c'est-à-dire tous les clients internationaux qui atterrissent dans nos aéroports, ne sont pas tous des touristes. Effectivement. Tous les voyageurs ne sont pas des touristes. Effectivement. Mais tous les touristes sont des voyageurs. En fait, donc ils comptabilisent toutes les arrivées au niveau de l'aéroport comme touristes. Oui, malheureusement, il n'y a pas de statistiques, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. On ne connaît même pas les types de touristes. Nous, on fait un travail très difficile. Même pour, par exemple, catégoriser
les forums de tourisme au Sénégal, c'est très difficile quand tu fais un travail scientifique. Oui. Ne serait que pour un article, il te faudra 1 an, voire plus. Sinon, tu dois donner de fausses informations. C'est ça. Il faut faire le tour des hôtels, il faut véritablement questionner, prendre les fiches de police qui sont remplies par les touristes pour connaître le motif. Vous voyez comment c'est difficile? C'est difficile. Alors que nous avons le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Vraiment, c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Avec ça, malheureusement, ce qui se passe, c'est quoi? Beaucoup de jeunes ont le bac. Ils sont à l'université, 1 année, 2 ans, 3 ans. Ils te disent, moi, j'ai regretté de faire tourisme à l'université. Ça va aussi. Les gens regrettent. Beaucoup regrettent. Moi, je n'ai pas regretté. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de faire d'abord langue étrangère appliquée et la géographie. Heureusement. Voilà. Aujourd'hui, je suis professeur d'espagnol, sinon je serais un chômeur. Exactement. Bah oui. Heureusement pour vous. Malgré la thèse et tout. Vous voyez? Donc, je pense que aussi les autorités doivent nous aider. Moi, j'ai confiance en elles. Très honnêtement, je pense qu'elles feront de grands efforts. J'ai confiance en elles et je ne peux pas entrer dans les détails. Mais je pense que les nouvelles autorités vont quand même privilégier la compétence. Avant effectivement. Avant quoi que ce soit, la compétence. Parce que nous sommes tous des Sénégalais. Oui, effectivement. Nous sommes des Sénégalais. Donc, voilà, elles ont le droit de choisir les équipes. Mais vraiment, moi, je lance un appel solennel au président de la République du Sénégal, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'évoquer le tourisme au cours des prochains conseils des ministres et aussi avec le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est vraiment important. Les gens souffrent, les gens critiquent. Moi, je vois qu'ils les aiment, mais vraiment, ça ne va pas du tout côté tourisme. Les autres, on applaudit. Quand je vois les autres, j'applaudis. Tout à fait. Bah oui. Parce que quand on me demande, mais quoi l'actualité du tourisme, je dis, je ne connais pas. Même Chanda, vous dites que vous faites une thèse, vous ne connaissez pas l'actualité du tourisme. Mais parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas, c'est mou. Je disais à un ami, il rigolait, je dis, le tourisme sénégalais, à ce jour-là, au moment où je vous parle, est dans le coma. Exactement. Et dans le coma, c'est la vérité, il faut le dire. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Voilà. Et j'espère que ce cri de cœur sera entendu par son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko. Déjà qu'on va à la journée mondiale du tourisme. Alors, on va marquer une toute petite pause. Donc, au niveau de la Réumi TV, nous avons une petite séquence, la séquence qui s'appelle Découverte. Donc, on va vous permettre de découvrir en même temps. Vous savez, de Gaulle, c'est l'utile à l'agréable aussi. On partage pour mieux connaître, mais en même temps, on va vous faire découvrir de beaux endroits. Peut-être que vous avez été, peut-être pas. On va découvrir ce qu'on nous propose aujourd'hui. La rubrique Découverte. D'importance de la journée mondiale du tourisme pour les gouvernements et pour les acteurs. C'est quoi le niveau d'importance en fait? Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, les gens ne savent pas exactement que hier, c'était la journée mondiale du tourisme, c'était inexistant. Oui, effectivement, c'est passé dans l'anonymat. Parce que simplement, aussi bien le ministère que les acteurs, ils n'ont pas préparé cette journée. Ça n'a pas été médiatisé. Tout à fait. Et au niveau des réseaux sociaux, il n'y a pas eu ce travail de fond qui n'a pas été fait par les acteurs touristiques. Et donc, tout de suite, je disais à M. Faye qu'il fallait que dès à présent, qu'on puisse préparer, Inch'Allah, pour 2025, la journée mondiale du tourisme. C'est-à-dire qu'il faudrait partout en 2025 qu'on puisse avoir des affiches, que les hôteliers aujourd'hui fassent des journées portes ouvertes, qu'on puisse réduire de 50-75% pendant un week-end l'hébergement, les restaurants, qu'on diminue et qu'il y ait de l'animation partout au Sénégal. D'ailleurs, dans beaucoup de pays touristiques, ça se passe comme ça. Donc, je pense qu'on va y remédier et on va se préparer en conséquence pour les années à venir pour que les Sénégalais sachent que
l'importance du tourisme. Parce que les Sénégalais, généralement, quand on parle de tourisme, ils pensent que c'est l'hôtel. Quand on parle d'emploi, ils pensent que c'est le serveur et le cuisinier. C'est ça, exactement. Alors qu'il y a au moins plus de 100 métiers du tourisme. Ouais. Donc il faudrait qu'on puisse aujourd'hui une communication qui intéresse davantage les populations au tourisme. Alors, donc là, je se posais la question, quels sont les acquis en fait et les retombées de cette journée? Est-ce qu'il y en a même? Non, maintenant, tout le monde est dans l'attente de la tutelle qui est en charge de l'exécution de la politique définie. Aujourd'hui, il appartient au ministre du Tourisme de vraiment décliner sa vision pour les années à venir. Parce que vous savez, le développement du tourisme, on se projette sur 5 ans, sur 10 ans. Il faudrait qu'on sache qu'on a l'objectif d'avoir 1 million de touristes en telle année. Il faut qu'on ait des projections. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, docteur, si vous deviez faire un bilan de cette journée du tourisme, que diriez-vous? Bon, comme on a dit tout à l'heure, la journée a vécu, mais dans l'anonymat. Les Sénégalais n'étaient vraiment pas concernés, n'étaient pas imprégnés. Au moment où on parle de tourisme intégré, nous avons des zones où le tourisme est pratiquement géré par les populations locales. Ces populations n'ont pas été imprégnées dans l'organisation de cette journée mondiale du tourisme. Je vous parlais de Toubacouta, qui est une capitale dans le développement du tourisme des îles du Saloum. Et cette journée mondiale du tourisme devrait voir les acteurs locaux qui sont par exemple dans ces zones-là, à Toubacouta et dans les îles du Saloum, à être vraiment impliqués dans l'organisation de cette journée. Vous savez, cette journée est c'est un moyen de promouvoir le tourisme, surtout le tourisme local. Et sous le slogan tourisme et paix, on aurait dû organiser des choses en Casamance. C'est ça. Nous avons vu comment le tourisme a réussi à réconcilier les Serbes, les Croates, les Bosniaques à travers la reconstruction du pont en Bosnie-Herzégovine qui a été détruit, mais avec l'appui de l'UNESCO qui en a fait un patrimoine mondial de l'UNESCO, on a réussi à réconcilier les gens. Et aujourd'hui, on aurait dû avoir quelque chose qui symbolise cette paix-là, mais qui promeut le tourisme au niveau de la Casamance. On aurait dû aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire beaucoup plus de bruit à Saly, qui représente quand même si on parle Saly, station balnéaire, qui est devenue quand même une ville touristique. Effectivement. Faire des choses qui pourraient quand même montrer que on est vraiment en train de célébrer une journée extrêmement importante pour le tourisme. On ne l'a pas fait. Et donc, bilan, moi je dirais simplement qu'il y a l'absence totale des autorités de l'État dans l'organisation de cette journée. J'entends quand même que le directeur de la SAPCO, le DG, était à Fatigue, mais on n'a pas senti les autorités politiques, et d'ailleurs on les attend. Parce que jusque-là, on ne connaît pas encore la vision du nouveau régime pour le tourisme. On comprenait ce que le PSE avait prévu pour le tourisme. On attend peut-être la stratégie du nouveau gouvernement pour voir où est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils vont avec le tourisme sénégalais. On attend toujours. Et donc, on a bon espoir qu'il y aura des orientations, en tout cas, qui vont développer le tourisme sénégalais. Alors, donc, hier, un message a été lancé par le Premier ministre, par le ministre plutôt du Tourisme, M. Mountaga Diaw. Oui. Alors, quelle lecture vous faites de son message, messieurs? Nous avons de l'espoir, parce que le ministre a
tenu un bon discours. Oui. Nous avons encore de l'espoir qu'ils vont développer le tourisme davantage. Il faut qu'on sache quel type de tourisme développer. Est-ce que c'est le balnéaire, le religieux, le tourisme des affaires, le tourisme médical, le tourisme culturel, le tourisme historique. Donc nous avons tout ça. Il faut qu'on ait davantage de promotion par rapport à la destination Sénégal. C'est ça. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'au niveau de la promotion, qu'on s'implique davantage. Mais au niveau de la promotion, il y a quelques problèmes, quelques soucis. Parce que le principe du tourisme est de financer le tourisme par le tourisme. C'est ça. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il y a une loi qui décrète le paiement de la nuitée de 1000 francs qui est destinée au fonctionnement du tourisme. C'est la taxe de séjour. La taxe de séjour. D'accord. Donc elle est collectée au profit de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique. D'accord. Mais au niveau de l'Agence de la promotion touristique, les caisses sont vides. Parce que simplement, certains acteurs qui gèrent les établissements hôteliers, les campements et autres, ils ne reversent pas cette taxe. Ok. Ah oui. Si vous imaginez, on a 1 million de touristes, un touriste fait 7 jours, ça fait 7 000 que vous multipliez par 1 million. Si on n'encaisse même pas les 20%, il y a un problème. Oui, c'est un problème. Il ne faut pas que les acteurs qui exigent tout de l'État, et en contrepartie, ils ne s'engagent pas à ça. Donc ça, il faut y remédier. Tout à fait. Il faudrait que, par rapport à que les acteurs soient conscients que cette taxe, elle est extrêmement importante pour la promotion. Ouais, parce que l'agence n'a pas suffisamment de ressources pour faire la promotion. Et pour faire la promotion, parce que rien qu'une minute à CNN, c'est 19 millions de francs CFA. Oui. Une campagne en France d'affichage, c'est des 40-50 millions. Et rien que le Maroc, ils mettent presque 20 milliards de francs CFA uniquement pour la promotion. Au Sénégal, on n'a même pas 500 millions. Il faudrait que, par rapport à ça, qu'on puisse vraiment régler ce problème de la promotion. Et il faut, M. Faye, qu'on puisse réfléchir à ce que tous les acteurs qui gagnent de l'argent, on ne peut pas gagner des milliards, et que sur son bénéfice, on ne peut même pas donner 0,05% de son bénéfice à la promotion, pour faire la promotion, parce que l'État prend ses ressources pour aller faire la promotion pour des privés qui gagnent des milliards. Vous êtes en train de parler d'une chose qui sera très difficile à gérer. Pas du tout. Ah, en tout cas... En fait, le problème, c'est un problème de collecte. C'est ça. Parce que l'État, quand même, offre à l'ASPT, Agence sénégalaise de promotion touristique, 4 milliards qui doivent être collectés justement avec la taxe touristique. Donc c'est un problème de recouvrement qui se pose. Les gens n'arrivent pas à recouvrer, justement. M. Dien a bien expliqué pourquoi. Ils ne font pas leurs déclarations, les acteurs, les hôtels ne font pas les déclarations comme ils doivent le faire. Et l'État aussi n'a pas mis tous les moyens pour aller prendre cette manne financière qui nous permettra justement de bien promouvoir le tourisme. Mais au-delà de ce problème de recouvrement, il n'y a que ce qui est alloué, le budget qui est alloué à la promotion du tourisme, mais est trop faible. Au Maroc, vous avez dit 20, mais au Maroc, ils sont à 44 milliards pour la promotion touristique. Là où nous sommes qu'à 4 milliards, et on a du mal à collecter 3 milliards. Au Sénégal, on collecte, c'est à peu près 2 milliards et quelques, qui se limite au fonctionnement de l'agence. Et il y a la SAPCO aussi qui ne le dit pas souvent, mais qui pense que la taxe touristique doit être élargie aussi à la SAPCO, parce qu'ils ne comprennent pas que l'ASPT, qui n'amène aucun investisseur, qui n'implante aucun hôtel, puisse prendre toute la taxe, alors qu'eux, ils ne prennent rien. Bien sûr. Donc c'est un problème, il faut qu'il y ait une redistribution. Mais justement, si nous arrivons à faire le recouvrement, mais à demander à l'État aussi de mettre encore un peu de moyens dans la promotion touristique, que les acteurs, que l'ASPT puisse aller faire la promotion avec les acteurs du tourisme. Parce que d'habitude, les gens vont participer au salon et autres, mais sans les acteurs. Effectivement. Voilà. Et donc,
la promotion doit se faire par les acteurs. Si moi je vends des circuits au Sénégal, mais c'est à moi d'aller voir des partenaires, des tours opérateurs, etc., qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, pour leur vendre la destination, à travers, pour leur vendre mon produit. Mais il faut que l'ASPT le fasse avec les acteurs. Ça, donc, c'est des choses auxquelles il faut remédier. Tout d'abord, pouvez-vous nous décrire votre parcours académique? Oui, je vais faire quand même un résumé de mon parcours. Tout à fait. Alors, tout d'abord, j'ai fait mes études universitaires à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. D'accord. D'ailleurs, le professeur Ali Sambou qui m'a mis en contact avec vous était mon professeur là-bas. D'accord. Alors, j'ai eu mon master là-bas en 2012 en langue étrangère appliquée au tourisme. Alors, par la suite, j'ai eu quand même à enseigner comme prof d'espagnol. D'accord. Mais ma passion pour le tourisme m'a obligé à arrêter l'enseignement pour faire un doctorat en tourisme à l'université Las Palmas de Grande Canarie en Espagne. Donc de 2017 à 2021, j'ai fait mon doctorat là-bas. Alors par la suite, j'ai continué mes études avancées au Canada, particulièrement à l'université de York, à Toronto. Donc après un an d'études spécialisées, je suis allé dans une autre province, à Montréal aussi, précisément à l'Université de Québec à Montréal, donc, où j'ai intégré aussi un groupe de recherche en tourisme. Alors par la suite, j'ai eu à travailler là-bas aussi dans le secteur du tourisme, particulièrement avec l'agence de voyage Sunwing, qui est l'une des principales agences de voyage en Amérique du Nord. Donc j'ai travaillé là-bas quelques années et j'alliais quand même le travail avec la recherche, qui est ma passion première. Alors récemment, je suis venu en vacances au Sénégal en juillet dernier précisément et j'ai été approché par les nouvelles autorités. Alors qui m'ont nommé directeur de l'École nationale de formation hôtelière et touristique. Et je profite de l'occasion aussi pour les remercier de cette confiance. Parce que voilà, le tourisme c'est un secteur vraiment de passion. Alors quand on nous appelle pour ce secteur, on laisse tout quand même pour être au service de notre pays. Et c'est avec plaisir que nous sommes au destiné de cette école. Voilà, qui fait partie quand même des écoles qui forment les cadres et les professionnels du tourisme. C'est vrai qu'elle n'est pas très connue, mais ce sera l'occasion justement d'en parler et voilà, de permettre aux téléspectateurs de connaître davantage l'École nationale. Tout à fait. Voilà. Alors c'est un beau parcours, hein, même si c'est résumé. C'est un beau parcours. Merci beaucoup. Et raison pour laquelle le gouvernement vous a fait confiance, les nouvelles autorités vous ont fait confiance. Elles font confiance à la jeunesse. Donc voilà, donc vous faites partie de ces jeunes qui évoluent, qui aiment le secteur du tourisme. Ils l'ont vu et ils vous ont confié une tâche. Et je pense que c'est amplement mérité, docteur. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, Bienvenue Google, c'est une émission de tourisme. Hein. Nous sommes la première chaîne à promouvoir la destination Sénégal. Donc, c'est dans ce sens qu'on invite chaque fois des acteurs qui viennent ici pour qu'on puisse échanger sur le secteur qui nous touche, qui nous concerne. Alors, moi, la première question que je vais vous poser, docteur, alors, le secteur du tourisme au Sénégal occupe le devant de la scène ces temps-ci. Ça, on le sait. Alors, quelle appréciation faites-vous sur le secteur sénégalais en général? Là, on va parler un petit peu des salons, en fait. Quelle appréciation vous en faites, vous, en tant qu'acteur du tourisme? Oui, j'avoue quand même que je pense que tout le monde a constaté l'effervescence qu'il y a dans le secteur quand même depuis la nomination du nouveau ministre. Donc, ça bouge. Vous avez vu que dernièrement, l'ASPT a organisé le salon du tourisme de loisirs et de croisière. Tout à fait. Et je profite aussi de cette antenne pour féliciter le docteur Adama Ndiaye, qui est aussi un ami. Voilà, c'était une initiative très importante qui a braqué les caméras sur la destination Sénégal. Effectivement. Et même au niveau de la direction de la promotion et d'autres directions aussi, la DRT que dirige Philippe, et ça bouge vraiment les gens. Je vois quand même qu'il y a une dynamique de travail ensemble pour la promotion de la destination Sénégal. Parce que moi, comme j'avais l'habitude de le dire,
souvent dans mes ouvrages, je parlais souvent du tourisme au Sénégal, au lieu du tourisme sénégalais. Alors pour moi, il y a une grande différence entre le tourisme au Sénégal et le tourisme sénégalais. Le tourisme au Sénégal, c'est pour moi un secteur qui se développe certes au niveau du territoire, mais qui ne profite pas grandement à la destination en termes de retombées économiques, etc. Par contre, le tourisme sénégalais, si on veut le développer, je pense que la dynamique que le gouvernement a prise en ce moment, ça peut asseoir quand même un tourisme endogène, durable et profitable au maximum des populations. Tout à fait. Donc, et je pense que le gouvernement a très bien compris et les autorités y travaillent. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Quelles sont les réalisations pratiques effectuées par votre personne en tourisme et pour quel pays? Ici, j'ai fait de l'édition. D'accord. Depuis très longtemps. J'ai fait un parcours, par exemple, au niveau de ce qu'on appelait la SPT Havas, agence conseil ici. J'ai fait aussi quelques missions à titre personnel en Côte d'Ivoire, au Bénin, ainsi de suite. Et j'ai participé aussi un tout petit peu au magazine, Infrad Magazine de la défunte compagnie Air Afrique aussi. Ah oui. Et j'ai eu une mission aussi au Cameroun. Ça, j'ai participé avec des experts au redressement d'une grosse agence de tourisme. Et j'ai fait le Gabon aussi. J'étais d'abord sélectionné pour faire le plan marketing du tourisme de congrès au Gabon. C'était dans le cadre de la diversification de l'économie gabonaise. Avec à l'appui une brochure congrès. Quand j'ai bouclé ce projet, c'est là où on m'a offert un poste de conseiller technique, marketing et communication au niveau du ministère. Alors je suis resté là-bas, je suis rentré en 2007-2008 pour rester maintenant dans le cabinet Terrel que j'ai ouvert. Et j'ai concentré là-dessus pratiquement l'essentiel de mes activités en édition, surtout du magazine Terrel Magazine. Alors j'ai lancé aussi, depuis, j'ai basculé aussi sur le digital avec traveltraveler.net aussi. Ça, c'est exclusivement dédié à la promotion justement du secteur. Voilà. Effectivement. Alors, à part ce riche parcours, vous parlez de contenu touristique dans votre biographie. Parce que je l'ai lu, j'ai un petit peu, regardé un petit peu qui est Monsieur Ndao. C'est ce que je fais avec mes invités. Et là, dites-nous les contenus touristiques réalisés pour des pays. Les contenus touristiques, qu'est-ce que vous appelez contenus touristiques? Parce que dans votre biographie que vous m'avez envoyée, non, quand je dis, c'est pas forcément pour des pays, j'ai dit des contenus, c'est-à-dire que c'est des contenus, par exemple, éditoriaux. Quand vous faites un magazine, vous faites des contenus. Tout à fait. C'est-à-dire quand on dit marketing communautaire, en fait, touristique, c'est simplement du marketing territorial. Donc quand vous avez un support, quel qu'il soit, il faut produire des contenus qui vendent, qui valorisent la destination, qui valorise l'offre touristique. Donc je dis que je produis des contenus justement pour valoriser la destination. Je le fais dans le cadre du magazine, je le fais dans le cadre de la plateforme web. Je fais aussi des posts bien sûr sur les plateformes sociales. Mais tous mes contenus sont dédiés à vendre, si vous voulez, la destination, à vendre des offres touristiques, à accompagner les acteurs voilà, dans leur visibilité justement. C'est ça. Alors là, je suis en face d'un professionnel de plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le milieu du marketing, communication touristique. On aimerait bien avoir votre opinion sur le secteur présentement, le secteur du tourisme. Comment vous voyez le secteur présentement, Monsieur Ndao? Comment je vois le secteur, vous savez, c'est un peu difficile dans le cadre du format de cette émission de voir comment on voit un secteur aussi vaste, aussi diversifié, aussi complexe que le secteur touristique. Parce qu'il y a beaucoup de thématiques, beaucoup d'entrées par lesquelles on analyse, on observe. Mais d'une manière générale, on parlait peut-être de l'état de la destination en ce moment. C'est ça. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Alors là, ce qui est frappant, tout de suite, moi je le dirais, quand on regarde le fonctionnement et l'organisation de la destination, c'est d'abord l'état d'esprit des acteurs, publics comme privés. Le tourisme est connu comme étant un puissant outil de développement. C'est un secteur qui est actuellement aux avant-postes même de l'économie mondiale. Alors les experts avancent que cette année, on va, si vous voulez, battre tous les records de fréquentation avec presque 1,5 milliard de touristes par le monde. Ce qui est sûr, ils avancent tous
que le score de 2019, c'est-à-dire avant la Covid, sera dépassé. Ouais. Donc ça, c'est déjà une performance super. Tout à fait. Sans compter les recettes touristiques. Bien sûr. Voilà, c'est ce qui fait donc de ce secteur un levier puissant de développement. D'accord. Mais ici, ce que je constate personnellement, c'est que ce qui est en avant, c'est que pratiquement la majorité des acteurs publics comme privés sont sur une posture de rente économique. D'accord. Ils sont donc, figés sur sur l'aspect rente économique, ce qui touche tout de suite, même passivement. Voilà. Okay. Donc, se projeter maintenant, si vous voulez, dans la compétitivité, la productivité, mais il y en a certains qui le font, mais pas tous. D'accord. Voilà. Alors, pour un petit rappel, par exemple, au niveau de l'État, le président Abdoulaye Wade, il avait dit, c'est un expert économique hors pair, le président Wade. Tout à fait. Il avait dit, en tant que président, que pour lui, le secteur touristique, c'est une enclave économique. Ouais. Mais aucun professionnel n'a essayé d'apporter des arguments pour convaincre le président Wade qu'effectivement, le tourisme pouvait être un puissant levier de développement pour notre pays. C'est ça le souci en fait, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées par là. Il y a certaines personnes qui disent qu'en fait, si aujourd'hui le tourisme est vraiment en bas, c'est à cause de ce régime de Wade. Il n'a pas cru. En fait, une responsabilité. Il n'y a pas cru, mais la responsabilité est partagée. Oui, parce que je vous dirais, c'est pourquoi je dis que même les professionnels sont souvent en posture de rente, mais c'était une occasion. Il avait la volonté politique. C'est un économiste. Il fallait avancer des arguments pour prouver que le tourisme rapportait quelque chose. Et je vous rappelle une chose, la Journée mondiale du tourisme, vous savez que sa vocation première, c'est de communiquer, de promouvoir l'importance économique, sociale du tourisme. Tout à fait. Vous voyez que toutes les éditions qui passent, ceux qui l'organisent n'en parlent même pas ici. C'est ça le drame en fait. Mais c'est beaucoup. Le ministère, depuis 10 ans, 15 ans, moi, j'ai jamais vu une édition où, franchement, on essaie de promouvoir une culture touristique réellement avec des programmes, de promouvoir sur l'importance stratégique du tourisme. Et il y a associé la coopération. Avec maintenant l'autre régime qui est passé aussi, Macky Sall, lui, il a eu la volonté politique, certes. Il a injecté aussi, parce que quand il est arrivé, comme vous l'avez dit, la fréquentation était au plancher. Tout à fait. Et Staline n'avait plus de plage. Oui. Il y avait de sérieux problèmes structurels. Il a injecté beaucoup d'argent, Macky Sall. Il a travaillé sur les infrastructures, ainsi de suite. Mais le problème là-bas aussi, c'était l'orthodoxie financière, si vous voulez. Voilà. Est-ce que tous ces fonds ont servi à la compétitivité du secteur? Ben non. Où sont passés tous ces fonds? On ne sait pas. Ce qui est sûr, tout de suite, en ce moment, on voit les mêmes faiblesses de l'offre touristique. On voit les mêmes faiblesses des dispositifs structurels. Ça continue. Parce que si vous voyez par exemple l'offre touristique, mais il y a un recul, c'est comme si cette offre-là, de la compétitivité qu'on lui connaissait il y a 30 ans, est passée à la banalité. Le lac rose n'est plus rose. Ah oui, c'est clair. Lompoul est bousculé par l'économie extractive. Le parc Nyokolokoba, qui était le plus beau parc naturel d'Afrique de l'Ouest, mais c'est tout de suite, c'est peut-être récemment qu'on l'a repêché, parce que c'était en péril. Vous voyez ce que est devenu Djout. Donc nous, tous ces avantages compétitifs qu'on avait au niveau de notre offre touristique, mais on n'a pas su les préserver. Et en fin de compte, l'offre n'a plus cet attrait qu'il fallait. Alors nous qui sommes dans le marketing, ça nous pose problème. Bien sûr. Parce que tous nos contenus, par exemple, mais on ne sait plus faire. Quand on fait un contenu maintenant sur le lac rose, on ne peut plus titrer lac rose. Est-ce que ce ne serait pas bien maintenant de changer le nom de lac rose? Parce que il faut changer carrément le système marketing. Mais là, on a dit maintenant, on est retourné au lac Redba. Voilà, exactement. C'est la banalité, Mme Lo. Parce qu'un lac simple, mais les gens ne vont pas payer d'argent pour venir voir un lac. Du tout. Le plus petit désert, là, Lompoul, mais on ne l'a plus. Tous nos contenus, nous, on va essayer de voir comment reconceptualiser, ainsi de suite. C'est ça, exactement. Parce que nous, on est sur le maillon de la promesse quand on fait du marketing touristique. On promet une expérience que nous ne vendons pas. C'est l'opérateur qui vend, qui exécute. Mais nous faisons la promesse à travers nos contenus, nos supports. Donc, on déclenche l'envie de venir, de visiter. Mais maintenant, quand l'expérience n'est pas réalisée, quand la promesse n'est pas réalisée, d'abord, c'est nous qui sautons. Et c'est pourquoi nous, on a des difficultés en ce moment pour reconceptualiser des contenus qui réellement vont valoriser. Mais j'espère qu'on va trouver des terrains d'entente avec l'ASPT, le ministère et les autres. Voilà, vous avez une tâche très lourde en fait. Mais compliquée. On vous remercie. Je vous laisse dire au revoir aux téléspectateurs qui ont pris la peine de nous écouter depuis 17h. Ah oui, je commence par vous, par
Parce que vous êtes tous les... Non, non, vraiment, vous êtes... Comme vous voulez. Non, les téléspectateurs, mais je tire mon chapeau, franchement, parce que quand on valorise, c'est pour eux et c'est par eux aussi. Tout à fait. Mais je leur dis merci. Merci de tout cœur d'avoir suivi cette émission et de continuer à suivre et à soutenir Dougal. Oui. Ça, c'est une plateforme vraiment dédiée à la promotion, disons, du tourisme, mais je dirais simplement du pays. Exactement. Mais vous alors, mais franchement, vous êtes adorable. C'est ça que je peux dire, franchement. Depuis des mois qu'on s'appelle pour l'émission, mais je sais que nous partageons la passion. Oui, parce que vous n'avez rien lâché. Ah non, du tout. Et vous m'avez bousculé aujourd'hui aussi. Hein. Oui, je ne lâche jamais. Vos questions là, vraiment, je dirais aux autres de se préparer avant d'arriver. Parce que vous m'avez vraiment bousculé aujourd'hui. Il n'y a aucun souci. Non, mais merci, madame. Non, je vous remercie de tout cœur. C'est moi qui vous remercie. Et vivement, vraiment, je vous dis bonne continuation. Merci beaucoup. Ça, il fallait le faire. Tout à fait. Et la destination a besoin de promotion. Merci beaucoup. La prochaine fois, dites à n'importe qui arrivera, faites au moins 2-3 minutes pour inciter les gens à investir dans le marketing et la promotion. Il n'y a aucun souci. Merci, madame Laure, et à bientôt. En tout cas, nous vous remercions. C'était tout pour votre émission d'aujourd'hui, du samedi 21. Nous avons eu l'honneur de recevoir monsieur Nao, qui était là depuis 17h. Alors, avant de partir, je vais remercier l'équipe qui m'a accompagné à la réalisation. Nous avions Vieux Cissé à la réalisation, à la coordination Matangay Diop et Abdoulaye Ndoye. Au maquillage Penda Faye, nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain. Alors, samedi prochain, ce sera le dernier samedi, Inch'Allah, du mois de l'année 2024 pour aller à 2025. Et ce sera avec un grand plaisir qu'on va vous retrouver ce samedi prochain avec un autre acteur. D'ici là, portez-vous bien.